Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui sur le podcast, on a eu envie de parler avec Pascal de la diététique chinoise, mais principalement on va parler du sucre. On pourrait dire des méfaits du sucre ? Oui, des conséquences de l'absorption des sucres. Des conséquences de l'absorption des sucres. Donc Pascal Berthoud, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est praticienne à Villefranche-sur-Saône, praticienne en médecine chinoise, et ça fait une 20aine d'années qu'elle travaille sur la diététique, donc je trouvais ça intéressant pour le podcast, pour nous apporter quelques réponses et un peu plus de clarté. Donc bienvenue Pascal. Bonjour. Donc on va parler de l'alimentation, de la diététique, et il est probable que ce podcast, ce sujet sur l'alimentation, on le regrette amèrement. Oui Margot, c'est souvent le cas parce que toute personne qui se penche sur l'alimentation va rentrer dans un monde très complexe où se mêlent beaucoup de choses entre la science, les croyances, les traditions, des idées reçues, et que c'est parfois difficile de s'y retrouver et d'avoir les idées claires sur ce sujet. En diététique, c'est le domaine où il y a le plus de recherches dans le monde aujourd'hui. C'est pas étonnant et tant mieux. Et en fait, la médecine ne connaît pas encore le résultat de toutes ces recherches scientifiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces recherches évoluent d'année en année et que ce qui a été découvert en Chine ancienne est finalement toujours valable aujourd'hui. En plus, les modes diététiques qui ont généré des avis contradictoires toutes ces années, on ne sait plus vraiment ce qui est bien ou ce qui est mal en termes d'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime taoïste est conforté par la science. Derrière ça, il y a vraiment un rapport à la santé. Donc c'est ce qui va nous intéresser peut-être dans cette émission, Margot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, la moindre ménagère a vraiment des notions diététiques très développées par rapport à la santé. Par exemple, un rhume sera toujours accompagné d'une alimentation thérapeutique. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas trop chez nous, voire pas du tout. Exactement. Nous, on a tendance à pas trop prendre en compte l'alimentation dans notre quotidien en termes de santé. On a beaucoup de plaisir à manger, beaucoup de croyances, beaucoup de désirs, mais on n'a pas conscience à quel point ça peut influer sur notre psychisme ou notre énergie et nos réactions émotionnelles. Mais du coup, moi j'ai une petite question qui me trotte dans la tête, c'est à propos de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il est quoi ? Il est herbivore, il est carnivore ? Comment est-ce qu'on est fait et comment est-ce qu'on est censé fonctionner en fait ? Parce que j'imagine que rien n'est là par hasard. Et voilà, est-ce qu'on est fait pour être vraiment que herbivore ? Est-ce qu'on est fait pour être carnivore, etc. Ça mériterait d'en parler longuement puisqu'on pourrait étudier tous les régimes possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des études qui ont été faites concernant l'être humain, c'est-à-dire en fonction de la taille de la mâchoire, de la forme de la bouche, de la longueur de l'intestin et du système digestif. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que l'être humain, il est ni carnivore, ni herbivore, ni charognard, ni crudivore. En fait, d'après les paléontologues et les recherches, on dirait que notre régime alimentaire s'apparente vraiment à cette période de la paléontologie. Donc, on mangerait des animaux pas plus grands que la taille de notre bouche. Donc, imaginez ce que vous pouvez manger comme animal, comme protéine, qui soit pas plus grande que votre bouche. Donc, moi, j'aime toujours me dire, tiens, c'est marrant, on parle d'insectes, eh bien là, on y est.
On peut parler d'escargots, on peut parler de petits poissons, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animal devrait tenir entier dans notre bouche. Donc on peut manger un œuf, il tient entier dans notre bouche. Mais on peut pas manger la poule. Mais on va pas manger la poule directement. Ça, c'est une première chose. Après, si on était herbivore, on aurait une panse, comme les vaches. Ah ouais. Notre système digestif est pas prévu pour ça. Si on mangeait des céréales, si on était censé manger des céréales, eh bien, on aurait un bec pour casser les graines, comme les oiseaux, et on aurait surtout un intestin très court. Donc, voilà, c'est vrai que si on prend un petit peu l'ensemble de tous ces paramètres, on se rend compte que l'être humain peut manger un peu de tout, mais en petite quantité et de façon très raisonnée. Aujourd'hui, en Occident, on n'a pas le chi. Alors le chi, c'est l'énergie, Margot, c'est pour être végétarien à 100%. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me disent ne pas manger de protéines, ne pas manger de viande, et on voit les conséquences sur la santé. C'est vrai que ça mériterait peut-être un cours sur la diététique. Peut-être Absolument. qu'on le fera, Margot, plus tard. Ce serait intéressant. Moi, cette notion de végétarien, elle m'intéresse. Et puis, moi, je ressens comme toi, je mange vraiment peu de viande. D'ailleurs, je n'aime pas trop la viande. Mais de temps en temps, j'en ressentirais, presque le besoin. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la viande, il y a plusieurs choses. Il y a une notion d'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la viande a un gros impact sur l'impact carbone, donc ce qui fait que beaucoup de personnes ne souhaitent plus forcément en manger. Après, il y a une question d'éthique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la viande a un inconvénient dans notre système digestif, c'est que ça fait de la putréfaction, parce que on n'a pas les enzymes qu'il faut pour bien digérer la viande. Voilà, c'est un peu comme les céréales qui font de la fermentation et qui sont pas forcément adaptées à notre système digestif. D'ailleurs, c'est souvent par l'intestin qu'arrivent les maladies auto-immunes parce que ces aliments-là vont avoir tendance à rendre perméable la structure de l'intestin, ce qui fait que ça provoque des maladies. Du coup, ça veut dire qu'on a les intestins qui ne sont pas faits pour manger de la viande et qui sont pas faits pour manger des céréales. Enfin, de la viande, ça dépend du coup parce que on a dit des petits animaux qui tiennent dans la bouche, mais c'est plutôt des poissons du coup. Alors, ça peut être des petits poissons, mais ça peut être aussi les grenouilles, les escargots. Voilà, ce qui est mauvais avec les escargots, c'est le beurre persillé. Ok, mais on enlèverait du coup tout ce qui est viande rouge par contre. Oui, en général, la viande rouge, elle n'est pas appropriée à notre organisme. C'est intéressant. Après, on peut savoir que en termes d'alimentation, il y a toujours le jing, ce qu'on appelle le jing de l'aliment, le chi de l'aliment et le shen. Alors, jing, c'est l'essence, c'est la nature profonde, comment on va dire, c'est l'ADN de l'aliment. Donc, un aliment, plus il est sauvage, donc une herbe qui pousse dans la nature, elle va avoir beaucoup plus de jing qu'une plante cultivée. Donc c'est toujours intéressant de voir que c'est préférable de manger du gibier qu'un animal qui est élevé en élevage ou en batterie. Il n'y a pas assez de nutriments pour notre organisme. Ensuite, dans le chi de l'aliment, c'est pareil, les aliments ont une nature, on va pas les manger à n'importe quel moment de l'année. Un aliment qui pousse l'été va être un aliment de nature froide, parce que l'été, notre corps a besoin d'être refroidi. Donc si l'aliment pousse l'été mais qu'on le mange l'hiver, parce qu'il y en a dans les magasins, eh bien, il y a de grandes chances que cet aliment-là nous amène peut-être du froid et de l'humidité, ce qui fait qu'on va être enrhumé. À un moment où tu es dans une période de froid et que tu manges par exemple des tomates, ou c'est problématique. Ah oui, des fraises aussi, c'est vrai qu'on en trouve. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toujours se rappeler qu'il y a le jing de l'aliment, il y a le chi de l'aliment, donc en hiver, préférer manger des légumes de nature chaude, donc qui poussent l'hiver. Des légumes de saison, en fait, la nature, elle est faite
Je veux dire, ce qui pousse, c'est exactement ce dont on a besoin. Oui, non seulement de saison, mais local aussi. C'est-à-dire une carotte qui pousse au Maroc, elle ne sera pas chargée de la même humidité qu'une carotte qui pousse dans nos régions. Donc en fait, si on habite ici et qu'on mange des produits qui sont faits, qui ont poussé ailleurs, dans un autre climat, eh bien, ils ne seront pas forcément appropriés à nos besoins. Je me rappelle d'un cours de taoïsme avec François où il nous expliquait qu'il faudrait manger les légumes qui ont poussé à moins de 50 km de nous parce qu'on partage la même énergie. Exactement. Et que ce légume-là va pouvoir compenser notre énergie, nous apporter là où on peut avoir besoin, on peut avoir des manques, tu vois. Exactement. J'avais trouvé ça intéressant de me dire qu'en fait, tu partages l'énergie du légume que tu es en train de manger. Et ça, c'est important et en même temps, ça permet de manger vivant. C'est-à-dire qu'un aliment qui a été cueilli mais stocké pendant 2 mois, eh bien, il est plus vivant. Le fait qu'un aliment reste vivant, ça peut durer de quelques minutes à quelques heures dans les légumes. Après, un œuf, par exemple, il est vivant. Les huîtres, elles sont vivantes. Et c'est important d'éviter de manger des aliments morts. Donc ça rejoint encore toute cette notion de stockage et d'aliments qui viennent de très loin. Après, on parlait aussi du shun. Le shun, c'est l'esprit de l'aliment. C'est-à-dire, quand on mange un aliment, c'est intéressant de partager l'esprit de l'aliment. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette carotte va nous amener? Avoir une forme de communion et de partage et de respect par rapport à l'aliment cueilli. Même l'eau qu'on boit, on peut transformer sa structure et son esprit avant de la boire. Mais bon, ça demande un peu plus d'explications et on n'a pas le temps ici. C'est peut-être pas le but de... Oui, on en reparlera certainement, mais cette histoire de l'eau et du verre d'eau qu'on boit, c'est intéressant, mais on en fera un autre sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples peut-être de dérèglements qu'on peut connaître suite à une alimentation déséquilibrée ou peut-être pas adaptée? Oui, on peut prendre 2 grands axes. Il y a 2 types de dérèglements possibles. Il faut comprendre que le système digestif, c'est un peu comme une marmite. La marmite, elle va faire chauffer les aliments. Donc, où il y a trop de feu dans le système digestif, et c'est un feu qui brûle fort et qui brûle mal. Il est souvent perceptible. D'ailleurs, on va avoir des brûlures, de l'acidité, des régurgitations acides. Ça va de pair aussi avec des nœuds. Des nœuds d'estomac? Des nœuds dans la tête. Ah, des nœuds dans la tête. Bon, c'est bien de préciser parce que... Et des nœuds aussi dans le système digestif. Mais D'accord. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pas très bien. Par exemple, quand ça brûle trop, la personne va avoir une sensation de faim et du coup, elle va avoir envie de manger pour calmer son estomac. Ce qui explique parfois, les gens disent qu'ils ont des fringales ou qu'ils ont tout le temps faim ou qu'une heure après avoir mangé, ils ont faim. En fait, souvent, c'est plus un feu au niveau de l'estomac qui fait que l'estomac va envoyer un message au cerveau pour dire mange quelque chose pour calmer le feu. D'accord. Donc là, c'est un feu qui est plus destructeur que bon, parce que je sais qu'il y a 2 types de feux en médecine chinoise. Oui, là, c'est plus un feu destructeur. C'est une chaleur trop importante au niveau du système digestif. Ok. Souvent, ce sont des gens qui grossissent pas vraiment, qui sont plutôt maigres, qui ont vraiment le feu dans le système digestif. Dans l'alimentation, c'est pas forcément le nutriment qui pose problème, c'est souvent la manière de le cuire. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre que des aliments qu'on va cuire et faire refroidir et recuire, ils vont être plus digestes. D'accord. Tu peux nous donner un exemple? Eh ben, dans le temps, par exemple, les grand-mères, elles faisaient un bœuf aux carottes sur un poêle. Et on disait souvent qu'il était meilleur le lendemain réchauffé. Ah. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites cuire, par exemple, des carottes, l'indice glycémique va baisser au fur et à mesure où vous allez faire réchauffer. On parle bien de réchauffer sur le feu. Sur le feu et non pas au micro-ondes, bien sûr. Oui, je précise sur le parce poêle. que voilà, sur le feu.
Les personnes qui ont un feu dans le système digestif, ce sont souvent des jeunes, parce qu'ils ont un système digestif qui est plus rapide. C'est aussi les personnes qui vont avoir des brûlures d'estomac, qui vont avoir des ulcères. Voilà, on va avoir des sensations digestives qui se calment en mangeant, par exemple. Plus la personne brûle à l'intérieur, plus elle maigrit. C'est typique des gens secs, d'ailleurs. Après, le deuxième type de dérèglement possible, c'est l'inverse. C'est les gens qui n'ont pas assez de chaleur. Et là, il va y avoir une faiblesse au niveau de la rate et des reins, et le feu, il est insuffisant. Presque inexistant d'ailleurs. Et ça peut provenir d'absorption d'aliments trop froids, de façon générale, la nature froide, ou même l'aliment froid comme la glace par exemple. La glace, le corps va énormément utiliser d'énergie pour le gérer. La glace en fin de repas, c'est souvent, ça éteint notre feu digestif, ça perturbe la bonne digestion. Oui, et puis la glace, par exemple, va coûter beaucoup d'énergie pour le système digestif, pour un intérêt nutritionnel qui est nul et toxique. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est froid pose problème. Il y a aussi l'excès de pensée et les inquiétudes qui viennent aussi blesser le feu digestif. Et il peut y avoir des difficultés de digestion, donc des aliments qui ne seront pas digérés, par exemple. Il y aura des résidus, ça fait des nœuds, des lourdeurs, des ballonnements, des douleurs diverses, des irritations et puis même des diarrhées, par exemple. Ça, c'est dans l'éventualité où on mange comment? C'est qu'on mange ou trop froid ou trop chaud? Ou on mange des produits qui sont pas adaptés à la saison. D'accord. Ou on mange trop, ou on mange pas les bons produits. Si on est dans des consommations de viande ou de céréales et de sucre, c'est 3 familles d'aliments qui posent vraiment problème sur le système digestif et sur notre santé. Ok. J'ai une question quand même par rapport à tout ça, c'est les produits laitiers nous posent-ils problème dans notre digestion? Alors oui, ils posent problème. On n'a pas les enzymes du foie qui permettent de digérer les laitages quand on est adulte. Donc, les produits laitiers posent différents problèmes, qu'ils soient sur la sphère ORL, par exemple. Ils vont avoir tendance à amener beaucoup d'humidité, donc les gens vont ronfler ou être très enrhumés, tous les problèmes de sinusite. Ça peut poser aussi problème au niveau de l'humidité trouble. Ce qu'on appelle l'humidité trouble, c'est ce qui va provoquer du cholestérol et ce qui va provoquer du TAN en médecine chinoise. Donc ça bouche les artères, que ça va créer des AVC, ça va créer des problèmes au niveau de la peau également, au niveau des pores de la peau. Donc il y a pas mal d'effets secondaires à manger des laitages, et en même temps ça va amener aussi de l'arthrose et de l'acidité. Ok. Je pense que ce serait bien un jour qu'on fasse un épisode spécial laitage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ce serait certainement intéressant. Et suite au challenge que j'ai lancé le 22 février avec la communauté, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui finalement, on va dire que c'est plutôt les glucides. Même si tout est passionnant et tout est intéressant, on n'a pas le luxe de faire un podcast d'1h30. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, Pascal, sur ces fameux glucides qu'on a décidé de retirer de notre alimentation pendant 45 jours? Alors, les glucides, on va parler aussi de la saveur douce, mais pas forcément sucrée. Ce qui peut faire comprendre que quand on parle de glucides, ce ne sont pas que des produits sucrés. Si vous mangez des pâtes, ce sont des glucides. Ça, c'est une notion qu'il est important d'intégrer. Le doux est identifié en premier, car la rate, elle est associée au sucre et au doux, donc elle va repérer tout de suite la saveur douce. Mais en médecine occidentale, on constate également que ce sont les sucres qui sont aussi repérés en premier dans le système digestif. Donc on a une relation du coup particulière au sucre. Et si je donne par exemple du sucre ou trop de sucre à un enfant, cette saveur sucrée va prendre l'ascendant sur les autres saveurs. Un enfant qui est nourri au sucre cherchera le sucre toute sa vie.
C'est vraiment le principe de l'addiction, hein. Voilà, il faut essayer d'éduquer à d'autres saveurs, ce qui n'est pas forcément simple, et puis un enfant qui se construit avec une dépendance au sucre et à ce goût en premier, eh bien ça va être important de tenir dans le temps pour lui faire goûter d'autres choses et l'éduquer à d'autres saveurs. C'est difficile quand les enfants grandissent, et puis ce qui est difficile aussi, c'est que les grands-parents, ils aident pas, parce qu'ils poussent à la consommation de pâtes et de sucre. Les goûters, les petits gâteaux. La saveur douce, elle est théoriquement bonne pour la santé à condition de la rééquilibrer avec les autres saveurs. Voilà, on consomme en général beaucoup de sucre et beaucoup trop de sucre, ce qui pose problème. Consommer des sucres chez des gens fatigués ou malades, ou même chez des gens en bonne santé, c'est une catastrophe, en fait. On sait aujourd'hui que les sucres lents et les sucres rapides ont le même effet. Donc, ce qui compte, on parle aujourd'hui d'indice glycémique. Manger des pâtes, c'est du sucre qui implique un pic glycémique. Donc c'est vrai que quand tu as du diabète, par exemple, eh bien, il vaut mieux arrêter de manger des féculents. Mais c'est pas forcément ce qu'on dit aujourd'hui en médecine. On a répertorié en fait les sucres rapides et les sucres lents en fonction du goût. Ah, c'est répertorié en fonction du goût ? Oui. Et pourtant, quand tu manges des frites ou des pâtes, tu as le même effet glycémique que lorsque tu manges un bonbon. D'accord. On parle plus vraiment de cette notion de sucre lent, donc ce qu'il faut, c'est vraiment regarder les indices glycémiques. Plus j'ai dans mon alimentation des vitamines et des sels minéraux, plus l'indice glycémique est bas en fait. Et la réaction d'insuline sera lente et basse. Moins il y a de vitamines et moins il y a de sels minéraux dans mon alimentation, plus l'indice glycémique est élevé. Donc, qu'est-ce qui amène des sels minéraux et des vitamines, Margot ? Qu'est-ce qui amène des sels minéraux et des vitamines ? Alors, les vitamines, les fruits et les légumes. Oui. Les sels minéraux aussi, d'ailleurs. Oui. Fruits et légumes. Les légumes amènent beaucoup de sels minéraux. Voilà. Et les fruits amènent les vitamines. Mais voilà, ce qui est important, c'est de bien intégrer que notre alimentation, elle doit être très chargée en légumes et en fruits. Et de saison, bien sûr. Voilà. Attention, quand on dit fruits, faut pas manger 1 kilo de fruits par jour. Ouais. Quand on vous dit 5 fruits et légumes par jour, faut pas manger 5 fruits à chaque repas, c'est beaucoup trop de sucre aussi. Il faut être très modéré. Quand on mange du sucre, n'importe lequel d'ailleurs, il y a toujours un pic d'insuline jusqu'à 30 minutes après l'ingestion du sucre. Ah, c'est énorme. Donc c'est vraiment cette puissance de ce pic qui indique l'indice glycémique. C'est ça qui crée le désordre, qui va créer les diabètes en fait après. Oui. En fait, c'est parce qu'on va apporter trop de sucre dans le sang et l'insuline n'arrive plus à suivre. Les cellules deviennent ce qu'on appelle insuline résistant. Il y a trop de production d'insuline, en fait, à un moment donné. Alors moi, j'ai juste appris quelque chose, tu vas me dire si c'est vrai, c'est que l'ail régule le sucre dans le sang. Le fait de manger de l'ail va nous aider justement pour réguler ça. Alors l'ail, il a comme fonction de faire circuler. Ok. Donc c'est en ça où tu imagines que plus tu fais circuler, plus ça va réguler le niveau du sucre. Mais ça va pas faire forcément baisser le niveau du sucre. Ça va accélérer le processus de circulation. D'accord. Mais l'ail, c'est pas toujours bon pour tout non plus. Absolument. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre cette notion d'équilibre en fait. Si on mange par exemple des sucres sous forme de farine ou de pâtes, etc., plus on va mettre de la graisse, plus ça va faire baisser l'indice glycémique. Par exemple, si vous mettez du beurre sur vos pâtes, ben c'est mieux. Oh, j'y crois pas. Donc non, c'était une blague, on n'est pas obligé de mettre du beurre, mais on peut faire des pâtes à l'huile, parce que l'huile ne fait pas grossir en fait. Et l'huile va baisser l'indice glycémique de nos pâtes ? Non mais c'est génial. Oui. L'huile d'olive ? Oui. Oh, c'est génial. Et en fait, le sucre fait grossir, mais pas l'huile. Le sucre, c'est une toxine, en fait, qui affaiblit le système digestif et qui vient affecter tous les organes, en fait, et toutes les physiologies de tout le monde. Donc, dans les sucres comme ça, qui sont un peu pervers, c'est le pain, les pâtes, les farines. À plus ou moins long terme, on va déclencher des maladies possibles. Alors, suite au challenge, j'ai eu énormément de personnes qui me demandaient pourquoi est-ce qu'on enlève les farines, pourquoi est-ce qu'on enlève le pain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans le challenge sans sucre on enlève ça ?
Alors c'est assez intéressant. Un grain de blé, plus il est broyé, plus l'indice glycémique est élevé. Mais c'est vrai aussi pour la pomme de terre. Plus on va broyer, plus on va casser les molécules, et plus l'indice glycémique va être élevé. Donc dans les farines, par exemple, il faut prendre les farines les moins moulues possibles. Les moins raffinées possibles, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, il faut quand même éviter les farines blanches. Mais voilà, c'est important à comprendre que plus on broie, si vous mangez une purée, l'indice glycémique sera plus élevé que si vous mangez une pomme de terre à l'eau. Très bien, ça c'est intéressant. Et ça vient du fait de broyer la molécule. Il me semblait, c'est ce que j'ai répondu, mais comme je suis pas encore diplômée en diététique, je préfère demander l'avis d'une experte. Mais je me rappelais de cette notion de raffinage. Oui. En fait, la surconsommation de sucre, elle va générer du diabète. On va dire que c'est le sommet de l'iceberg. C'est juste ce qu'on voit. Mais la surconsommation de sucre, les farines, le pain et ces produits-là sont aussi à l'origine de beaucoup d'autres maladies auto-immunes, la polyarthrite, la maladie de Crohn et la sclérose en plaques. D'accord. Donc le sucre va aussi générer des cancers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sans sucre, le cancer ne peut pas se développer, Margot. L'ensemble des régimes anti-cancer ont un point commun, c'est d'éliminer le sucre. Donc là, tu parles de tous les sucres qu'on vient de citer. Oui. On garde évidemment les sucres des légumes et des fruits, on est d'accord? Oui, ouais. Oui. C'est intéressant à bien comprendre tout ça. Les graisses sont transformées en sucre pour nourrir notre cerveau. Donc si on mange une cuillère d'huile par jour, ça permet de nourrir notre cerveau. D'accord. Ce qu'on mange en plus en sucre, ça vient alimenter le cancer. Ce qu'on mange en plus, c'est-à-dire? Eh bien, on n'a pas besoin de plus de sucre. On n'a pas besoin de rajouter du sucre, c'est-à-dire notre corps va transformer ce qu'on mange en sucre pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le corps va transformer ta cuillère d'huile d'olive en sucre pour mon cerveau. Pour nourrir. Et tout le sucre que je rajoute va être destructeur. Et vient nourrir les maladies. Ok. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris et que les auditeurs comprennent bien ce qu'on raconte, parce que c'est quand même pas toujours évident. Non. C'est des notions qu'on connaît pas forcément. En fait, tous les plats industriels sont chargés en sucre. C'est ce que tu as un peu dit dans ton podcast par rapport à ce challenge. Et on est passé à une mode du sucre. On a créé des desserts du matin au soir, en fait. Si on prend le régime des enfants, eh bien, le matin, ils vont avoir des céréales, le jus d'orange, le cacao. À 10 heures, ils ont un goûter. Au déjeuner, on va facilement leur faire des pâtes parce qu'ils aiment pas les légumes. Et puis, à 16 heures, un goûter. Et le dîner aussi aura un dessert sucré. Donc, un enfant a besoin de plus de protéines et de vitamines qu'un adulte. Mais on n'a jamais besoin de sucre, en fait. C'est intéressant, cette notion de « on n'a pas besoin de sucre ». Et c'est une question aussi qui a été beaucoup posée. Des personnes qui m'ont dit moi j'ai peur d'enlever le sucre. J'ai peur de tout mettre dans les pommes. J'ai peur de faire de l'hypoglycémie. J'ai peur d'être mal. Je comprends la peur, même si au fond de moi, je suis persuadée que on peut largement vivre sans sucre et qu'on vivrait certainement mieux sans. Mais qu'est-ce qui fait cette réaction, par exemple, d'hypoglycémie, même pour des gens qui n'ont pas forcément de soucis de diabète? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça? Alors, c'est la société qui nous renvoie ça. Parce que c'est marrant, moi, c'est très souvent qu'on me dit, mais si j'ai pas mangé de sucre, je me sens mal, etc. Et très souvent, je pose la question aux patients en disant, mais est-ce que vous êtes déjà tombé dans les pommes? Et en fait, il y a très peu de gens qui sont tombés dans les pommes. Donc, si vous avez une sensation un peu de malaise parce que vous n'avez pas mangé de sucre depuis 3 heures, eh bien, c'est important de comprendre que là, vous avez un sérieux problème de prédiabète et qu'il faut attendre, ne surtout pas manger de sucre à ce moment-là. Donc, si vous avez peur de tomber, allongez-vous. Comme ça, vous risquez pas de tomber. Et puis, vous attendez que ça passe. Et on dit souvent qu'il faut attendre 2 heures avec cette sensation-là, cette sensation de faim, pour que notre corps puisse aller puiser dans notre réserve de sucre et non pas amener du sucre de l'extérieur, parce que c'est ce qui va faire que le pancréas ne fonctionnera plus. Donc merci pour
pour ça, c'est très très intéressant et ça parlera certainement à certaines personnes. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça fait 10 000 ans qu'on a introduit les sucres, puisque c'est avec l'avènement de l'agriculture. Avant, ça n'existait pas, et du coup, il n'y avait pas d'apport de sucre en termes de céréales. Et c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a augmenté le phénomène, et ça a créé des dépendances en fait importantes. On voit beaucoup ces mécanismes qui sont liés à la dépendance, et d'ailleurs ça rend quoi? Ça rend des gens impatients, intolérants aux frustrations, qui ont des difficultés à contrôler leurs pulsions et leurs émotions, qui ont tendance à avoir des phobies. Ça crée aussi des personnes avec une forte oralité. D'ailleurs, ce qui concerne la bouche, l'alcool, le tabac et le fait de manger, c'est souvent des gens qui sont dépendants au sucre. D'ailleurs, dans les cigarettes, il y a 10% de sucre maintenant. Oui, je sais. Et puis aussi, ça crée des personnes qui aiment les émotions très fortes. Donc les gens rentrent très vite dans un fonctionnement de prédiabète et de dérèglement de la glycémie. Avec tout ça, le sucre rend aussi une société malade. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tous malades et qu'on va tous finir par être malades, tu vois? C'est comme si maintenant ça faisait partie de notre vie. Oui. Alors, faut pas voir le tableau en noir, mais c'est vrai que aujourd'hui, si on regarde les maladies qui sont courantes, eh bien, pour beaucoup d'entre elles, elles pourraient être résolues par un changement de régime alimentaire. Si on prend les symptômes comme la spasmophilie, l'hypoglycémie, la soif, la fatigue, l'essoufflement, les tachycardies, les crampes, les difficultés de concentration, les taches sombres sur la peau, le manque de sommeil, les cystites à répétition, les troubles de l'érection. Donc quand on voit tous ces symptômes et qu'on sait qu'en changeant de régime alimentaire, tous pourraient être réglés, eh bien, je trouve que c'est un problème de santé publique. Oui. Et c'est important d'en parler, c'est important d'exposer les choses sans forcément être des oiseaux de mauvais augure. Oui, non, et puis on n'est pas là pour plomber le moral, c'est pas ça, mais je trouve que en fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes, et moi la première, qui ne sont pas forcément au courant de tout ça. En fait, ça, c'est aussi accès à des choses, les informations, faut aller les chercher. Parce qu'en fait, on nous apprend pas ça. Non. Et à la cantine, tu ne manges pas comme ce que tu devrais manger si on écoute, tu vois, cet épisode et ces recherches-là. À la cantine et à l'hôpital non plus. Voilà, je voulais y venir. Retrouver de l'énergie quand on vient de se faire opérer, quand je vois les menus proposés aux malades, des fois ça me fait peur, quoi, parce que je me dis, c'est pas forcément ce qu'il faudrait manger. Mais bon, il y a aussi une notion dont on peut parler, c'est l'amidon. L'amidon dans les aliments. L'amidon, c'est en fait ce qui fait les sucreries. Ok. Et l'amidon, elle est divisée en deux parties, enfin en deux molécules. Il y a ce qu'on appelle l'amylose et l'amylopectine. Et en fait, tous les aliments qui ont de l'amidon ont les deux molécules. D'accord. Mais par exemple, si on prend un riz basmati et un riz thaï, ils contiennent beaucoup d'amylose, donc l'indice glycémique est plus bas. D'accord. L'amylose, c'est une molécule qui est à dégradation lente en fait. Elle induit un indice glycémique plutôt bas. Et l'amylopectine, elle a une dégradation rapide avec un indice glycémique élevé. La pomme de terre, par exemple, contient très peu d'amylose. Donc elle a un indice glycémique élevé, c'est ça? Exactement. Ok. La farine blanche, les pommes de terre, le riz de Camargue ont des indices glycémiques élevés. Dans un fruit, par exemple, un fruit vert, un fruit qui est pas mûr, eh bien, il y a de l'amidon. D'accord. Et l'amidon va se transformer en sucre au fur et à mesure où le fruit va mûrir. Et l'amidon dans notre alimentation, c'est problématique ou pas forcément? C'est quand tu manges un féculent, c'est dans l'intestin que l'amidon va se transformer en sucre. Donc, ça pose problème quand l'aliment est mal cuit. En fait, en cuisant, l'amidon va se gélatiniser et il va se transformer en colle en étant associé à l'eau. Donc ça, c'est le précurseur du sucre.
plus un amidon va se gélatiniser, plus il est un précurseur du sucre. Donc ça veut dire qu'on aurait une façon de cuire par exemple nos pommes de terre qui serait meilleure qu'une autre. Exactement. Et le riz aussi. Si vous faites des pâtes collantes, elles vont être moins bonnes à la santé que si on fait des pâtes al dente. Donc faites cuire vos pâtes al dente. C'est noté. Donc les choix de cuisson sont essentiels. On devrait manger vraiment les aliments libérés de leur amidon au maximum. Un riz, il faut toujours le rincer par exemple, avant de le faire cuire. Avant de le faire cuire, ok. En fait, c'est pas vraiment l'aliment qui pose problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la manière de le cuire. Ce qui peut faire changer l'indice glycémique, c'est la descente en température. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de faire refroidir l'aliment. Eh bien, ça fera baisser l'indice glycémique. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous parler des bienfaits, entre guillemets, du fait de réduire les sucres, voire en fait de supprimer le sucre au maximum dans notre alimentation, comme on est en train de faire dans ce challenge de 45 jours? Qu'est-ce qui nous attend de positif? Qu'est-ce que ça va être nos récompenses au niveau de notre fonctionnement, de notre système, etc. Alors c'est vrai que c'est très complexe de changer son alimentation et c'est surtout très difficile de supprimer les sucres. Mais c'est vraiment important. Quand tu réduis le sucre, tu perds du poids et tu améliores toutes tes fonctions organiques et tu réfléchis mieux. Donc franchement, il y a beaucoup d'avantages. Ça vaut le coup. Donc le sucre est un stupéfiant et du coup, c'est comme tous les stupéfiants, la période de sevrage qui est compliquée. On n'a pas le choix, en fait. Il faut absolument supprimer le sucre. Et avoir conscience de la difficulté. Mais quand on est au pied du mur, avec un challenge comme ça, eh bien, on est motivé. Le temps de sevrage, il est environ d'1 mois. Il peut y avoir une crise au bout de 3 jours. Margot, vous avez dû vous en rendre compte pour certains. La crise, elle est psychologique. Très bien. Donc le sucre est utilisé pour gérer notre psychisme. Donc on va dire que ça rend un peu fou, quoi. Mais c'est comme tous les stupéfiants. Quelqu'un qui arrête le sucre, eh bien, c'est mieux qu'il soit bien entouré. Donc j'ai vu dans certaines vidéos que il y avait beaucoup de solidarité dans les couples. Oui, et puis sur le groupe. Voilà. Le fait de communauté, de groupe est quand même vachement C'est très agréable. important parce qu'en fait le sevrage du sucre, c'est important d'être entouré psychologiquement et humainement. Donc ce challenge est très intéressant pour ça parce qu'il y a vraiment une communauté de personnes qui se sentent soutenues par l'ensemble. Par rapport à la pensée aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. La pensée claire, tu sais, moi je l'expérimentais quand je faisais des jeûnes par exemple. J'avais l'impression d'avoir la tête 2 fois moins pleine et puis de penser plus clairement, c'était plus fluide. Bien sûr, parce que le sucre, je sais pas si vous avez déjà fait chauffer du sucre, mais quand on fait chauffer du sucre, ça fait du caramel. Et si tu mets ton doigt sur le caramel, ça brûle énormément. Ouais. Donc, je sais pas si tu imagines le sucre dans ton corps comme ça fait monter la chaleur. Et la chaleur, elle ne descend jamais. Elle monte. Donc, elle va monter où? À la tête. Du coup, tu vas te retrouver avec une tête en ébullition. Donc, les pensées confuses, les réactions, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je t'ai énuméré les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec des gens qui mangent beaucoup de sucre. Et c'est toutes ces émotions de frustration, d'impatience, de colère, de pensées excessives qui sont en grande partie liées au sucre. Très bien. Donc on va vraiment y gagner avec ce challenge. Je suis très contente. Je précise que tu le fais avec nous. Hein. Oui, en tout cas, c'est très intéressant de l'expérimenter parce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans le corps. Et au bout d'un moment, on n'en a plus besoin, on n'en a plus envie. Je pense qu'après, il y a des chances que mon alimentation à moi, elle va changer, c'est sûr, et peut-être d'autres personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est possible. Il y a aussi cette peur, quand on lance ce challenge-là, de dire, mais qu'est-ce que je vais manger? En fait, on sait plus manger autrement, tu vois. Alors, si on peut donner un tout petit exemple de ce qu'on peut manger, il faut éviter dans votre assiette tout ce qui est fade, en couleur. Regardez les pâtes, c'est pas très beau. Tout est fade. Dès que c'est blanc, fade, et peu de couleur dans votre assiette, eh bien vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments.
Si vous mettez des poivrons dans votre assiette, si vous mettez des tomates, si vous mettez des betteraves rouges, si vous mettez des aliments avec beaucoup de couleurs, eh bien ce sont des aliments qui vont vous apporter beaucoup de nutriments. Donc ça peut être une première façon de voir son alimentation puis d'organiser son assiette. On peut aussi jouer avec les épices par exemple. Exactement. Les épices ont aussi, là on va parler plutôt de l'odorat et du goût. On va relever certains goûts, on va amener de l'odorat et en fait ça va développer d'autres fonctions de notre corps en fonction des épices qu'on ingère. Ne pas oublier les herbes aussi. Ouais. Les herbes qui sont très intéressantes. Mais encore une fois, ce que je disais au début, c'est utiliser des herbes sauvages. Ouais. D'où l'intérêt d'aller chercher des orties dans le jardin pour faire des soupes d'orties. Ouais. Mais on abordera peut-être des sujets beaucoup plus détaillés sur l'effet de ces plantes sur l'organisme. Des tisanes d'ortie aussi. Il y a tout un travail à faire autour de l'alimentation pour nous, et puis ça peut être intéressant d'en faire des petits épisodes de temps en temps. Oui. Selon peut-être les saisons. L'année prochaine, je ferai sans doute un cours sur la diététique. Donc, mais ce sera pas cette année parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en place, mais sûrement que sur 2024, je proposerai un cours sur la diététique chinoise. Très bien, moi j'y serai sans doute. Je pense qu'on a fait le tour de cette vaste question. On a abordé, en tout cas, ce qui nous concernait, ce qui nous intéressait pour le challenge. C'est évident qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est déjà super, donc je te remercie, Pascal, d'être venu une fois de plus sur la buvette pour nous partager ce que tu as appris, et c'est très intéressant. Eh bien, merci également à toi, Margot, de m'avoir invité, et puis j'espère que j'aurais suscité chez chacun d'entre vous une envie d'approfondir un petit peu votre alimentation et puis d'être en bonne santé dans votre assiette. C'est le cas de le dire. C'est vrai. Donc voilà. Et toujours un grand plaisir de transmettre cet enseignement tellement riche. Souvent, je dis c'est un enseignement qui a de valeur que quand on le transmet. Oui, c'est toujours intéressant quand on suit un enseignement comme ça, de ne pas le garder pour soi. Sinon, ça perd un peu du sens. Et aujourd'hui, cette envie de transmission fera l'objet d'une dernière partie de ma vie, peut-être. En parlant de transmission, tu donnes des cours, des cours et des formations d'ailleurs. Oui. Des cours de Qigong auxquels j'assiste. Oui. À Villefranche-sur-Saône. Donc toutes les informations sont sur ton site pascalbertou.com, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, il est très bien fait, il est très clair. Tu donnes aussi des cours de méditation. Oui. Et tu es aussi dans des formations, donc tu as la formation de taoïsme et méditation. Oui, justement, qui réunit un petit peu toutes ces connaissances de culture de la vie. C'est le Yangsheng, c'est vraiment une culture de la santé et une culture de la vie où j'aborde de façon très résumée, on va dire, des grandes lignes du taoïsme par rapport à notre façon de vivre, à notre façon de dégrader notre santé et comment améliorer notre santé. Donc voilà, il y a un nouveau cursus qui démarre le 1er avril. Et ça se fait sur 4 journées, 4 samedis, sur 4 mois. Le lien des formations, des événements et de ton site web, du coup, se retrouve dans la bio de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller cliquer directement dessus pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Et puis je sais que bientôt tu vas mettre en place un petit peu des articles sur ton site. Oui. Certainement aussi sur l'alimentation, la diététique, etc. Donc toujours intéressant d'avoir quelques informations comme ça, si on a envie de chercher en tout cas les infos. Exactement. Super. Merci. Merci à toi. On vous souhaite une très bonne journée, on vous souhaite un bon samedi, un bon challenge pour ceux qui sont avec nous dans ce challenge sans sucre. Nous sommes à la 2e semaine actuellement et bon, ça se passe plutôt bien. Eh bien, au revoir et puis bon appétit.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt sur la buvette. Ciao.